$1 vaut maintenant 2200 francs, 2300 ou 2350 francs congolais en RDC. La spéculation est criante, le taux de change flottant et le pouvoir d'achat est totalement atteint ces derniers jours. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FAMECO qui braque ses projecteurs sur la spéculation autour du taux de change. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jeannot Silouéré. Il est économiste. Bonjour monsieur Jeannot. Bonjour monsieur Patrick. Comment expliquez-vous cette dépréciation du franc congolais face au dollar américain? Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être à votre plateau. Il est vrai que ceux qui nous suivent par moment peuvent nous connaître sous un autre aspect. Mais aujourd'hui, on est là pour parler science parce que c'est aussi très important d'exploiter cet aspect des choses. L'université nous a appris que nous étions formés pour être utiles à la société. Eh bien, chaque fois qu'il y a des problèmes au sein de la société, comme universitaires, comme chercheurs, nous avons cette obligation de réfléchir, de débattre, dans l'espoir de trouver une solution au problème qu'il y a au sein de la société. Justement. C'est dans ce cadre, et encore une fois, que je suis devant Patrick pour discuter économie, parce que les sages disent que c'est des discussions, que c'est des débats, que la lumière jaillisse. Et on est là, on va en parler effectivement économie, on va exploiter cet aspect des choses, dans l'espoir de dégager certaines idées qui vont peut-être être utiles aux autorités qui en ont certainement cette mobilité de décider sur l'économie de notre pays. Justement, maintenant la question, comment vous expliquez justement cette dépréciation du franc congolais face au dollar américain? Et tout d'abord, parler de la dépréciation, je voudrais bien adopter un langage qui va permettre à ceux qui nous suivent de bien capter le message. Ce qui fait que la dépréciation, effectivement, la lie à la monnaie. Et la monnaie peut être définie ou carrément interprétée comme intermédiaire d'échange. Oui. Vous pouvez avoir besoin de services, vous pouvez avoir besoin d'enquérir quelque chose. Et tout ce qui vous permet de l'enquérir ou d'accéder à un service, nous pouvons toutefois appeler ça monnaie. Il y a effectivement la monnaie fiduciaire que nous appelons monnaie papier, c'est que nous avons très souvent dans la poche. Oui. Il y a la monnaie pièce. Il y a la monnaie électronique, les cartes que nous utilisons. Oui. On peut les utiliser dans des supermarchés pour faire des transactions et pas mal de services que nous pouvons effectuer avec ces cartes. Et avec cette monnaie, il est possible de l'exploiter aussi comme un bien. Donc on peut aussi vendre l'argent ou bien la monnaie que nous avons. C'est-à-dire, cette monnaie entre en concurrence avec d'autres. Au Congo, nous avons le franc congolais. À face, ils ont le franc CFA. Et le dollar qui est aussi présent, l'euro, eh bien, vous trouvez que toute cette catégorie de monnaie entre en concurrence au sein des espaces économiques bien définis. Et ici, l'espace dans lequel nous sommes en train de nous circonscrire, c'est la République démocratique du Congo. Eh bien, nous disons tout de suite que la dépréciation, donc, c'est la perte de valeur d'une monnaie face à une autre. Une monnaie locale face à une monnaie étrangère. Et le cas d'espèce, ici, il s'agit du franc congolais face au dollar. Pourquoi le franc congolais, justement, perd sa valeur face au dollar américain aujourd'hui? Oui, une monnaie peut perdre sa valeur. Cela peut être dit à plusieurs causes. Les importations que vous effectuez, les exportations que vous effectuez, toutes ces choses-là, ils ont des effets sur votre monnaie. Ayant une économie extravertie et que nous dépendons presque de l'extérieur, ça aussi c'est un aspect qui peut effectivement avoir des effets sur notre monnaie locale. Donc, c'est des effets qui peuvent laisser que notre monnaie soit toujours faible face à cette monnaie extérieure et qui reste le dollar. Voilà pourquoi il est toujours important qu'il y ait des politiques effectuées par la Banque centrale, effectivement, parce que c'est bien la Banque centrale que nous appelons l'autorité monétaire qui doit effectivement mettre en place des politiques qui vont permettre de renforcer la monnaie locale face à la concurrence
sur la monnaie extérieure. Il y en a qui parlent effectivement de devises extérieures ou de devises locales. Ici, nous essayons d'adopter les termes qui vont effectivement nous permettre de passer le message pour que même celui qui nous suive et qui n'a pas des notions suffisantes ou préliminaires sur les matières monétaires, qu'il ait une idée sur ce que nous sommes en train de dire. Très bien. Alors, voilà. J'allais dire, cette dépréciation de la monnaie a des conséquences fâcheuses sur le pouvoir d'achat de la population. Est-ce que vous trouvez normal ou réfléchi la manière dont cette monnaie est en train de se déprécier avec une vitesse de croisière? Est-ce que c'est normal? Bon, en fait, ici, il est question de savoir ce que fait effectivement la Banque centrale pour essayer de stabiliser la monnaie. La monnaie ou, disons, le taux d'échange qu'il y a sur le marché, il peut fluctuer et il est à plein mouvement, donc sans arrêt. Il peut toujours bouger. Mais c'est à la Banque centrale d'adopter la politique qui va lui permettre de stabiliser ce taux d'échange qui a des effets effectivement sur la monnaie locale. Si ça ne marche pas, donc on doit indexer la Banque centrale qui ne met pas en place une bonne politique monétaire. Effectivement, alors. Ici, il ne s'agit que de la Banque centrale. C'est lui, bien c'est elle qui a ce pouvoir d'intervenir sur le marché monétaire. Effectivement, en interdépendance avec d'autres ministères, comme par exemple le ministère de l'économie, le ministère des finances. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voudrais toutefois revenir à une chose. On nous a toujours dit que les bonnes choses, il faut les imiter, savoir même les personnes qui les ont mises en application. La troïka stratégique qui avait été effectuée dans les temps avait pour objectif, chaque fin de semaine, faire des évaluations sur les économies. Le comité de conjoncture économique actuellement fait aussi presque la même chose. Faire des évaluations sur l'économie nationale au cours d'une semaine et envisager des projections pour les semaines à venir. Je suis tenté de dire que cette même méthode devrait être appliquée pour que nous n'attendions pas les conséquences de ce taux qui est en train effectivement de bousiller ou carrément de réduire et de rendre nul le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Mais il y a le comité de conjoncture économique qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui, qui fait presque le même travail. Mais oui, malgré qu'ils existent, la question que nous nous posons, effectivement, c'est qu'ils font. Parce que cela devrait se vivre sur terrain. Écoutez, les sciences économiques n'ont que pour objectif l'amélioration du bien-être. Au-delà de tout ce qu'on peut donner comme objectif, mais la finalité, c'est le bien-être. Et une fois que au sein d'une nation, vous avez mis en place des politiques économiques qui ne sont pas en mesure de vous apporter ce bien-être, il faut les changer tout de suite et adopter de nouvelles méthodes pourvu que vous atteigniez l'objectif recherché. Et ici donc, ce qui est recherché et ce qui doit être fait, c'est de stabiliser le taux d'échange. Les autres disent qu'on ne peut plus inventer la roue. Il y a des politiques qui sont déjà qui sont connus d'ailleurs et qui ont été appliqués aussi dans notre pays et que nous devrions aussi recommander aux autorités de la Banque centrale essayer de les appliquer. Il y a entre autres la politique que nous appelons bien en économie open market. La Banque centrale a cette possibilité soit d'enquérir ou carrément soit d'acheter ou carrément de retirer des liquidités auprès des institutions financières pour influencer soit la hausse, soit la baisse du taux sur le marché. Il y a certains analystes qui disent qu'il faut par exemple que la Banque centrale du Congo puisse augmenter son taux directeur, qui puisse avoir des répercussions sur les banques commerciales et par conséquent réduire, soit atténuer les effets de cette spéculation sur les marchés. Est-ce que vous partagez cet avis? Effectivement, c'est de ça aussi que j'allais parler en deuxième, comme l'une des politiques aussi qui sont effectuées par la Banque centrale. L'augmentation du taux directeur fait en sorte que les banques ne viennent plus souvent solliciter de prêts auprès de la Banque centrale. Ce qui fait qu'il y a moins de monnaie fiduciaire en circulation et que les devises extérieures prennent un peu de l'ascenseur et le taux il peut toutefois baisser ou carrément on peut le stabiliser à ce niveau-là. Mais aussi quand on augmente les taux directeurs, ça c'est un autre aspect des choses. Cela a des conséquences aussi au niveau des investissements. Un pays comme le nôtre qui a constamment besoin des investisseurs,
le taux directeur, une fois qu'il est élevé, parfois, il met à mal les partenaires qui peuvent venir et qui peuvent investir. Vous vous imaginez, très souvent, quand le taux directeur est plus élevé, les banques commerciales ne viennent pas très couramment solliciter des prêts. Et bien donc, quand ils ne sollicitent pas couramment des prêts, il y a un problème de liquidité au sein des banques commerciales. Et c'est ces banques commerciales-là même qui devraient normalement avoir cette mobilité de mettre en circulation les systèmes économiques au sein d'une nation. Parce que les ménages, ou disons les agents économiques, ne viennent que se ressourcer auprès de ces banques-là. Soit aussi pour des prêts à un taux d'intérêt, ou carrément c'est pour financer leurs activités diverses et qui peuvent avoir des effets positifs sur la vie économique au sein d'une nation. Voilà aussi la conséquence que peut-être nous ne devons pas ignorer. Si on tient effectivement à cette politique d'augmentation du taux directeur, on ne sera qu'en train de viser juste le taux, mais savoir d'autre côté et les effets qui peuvent venir de l'autre côté. Très bien. Alors, la dépréciation de la monnaie rime aussi avec l'inflation et la situation, comme je le disais, d'entrée de jeu est intenable en RDC ces derniers jours. On vient d'ailleurs de l'évoquer. Pensez-vous que le gouvernement, disons, est à court d'idées, ou soit la Banque centrale est à court d'idées pour essayer de contenir la situation critique actuelle? On a l'impression que c'est bien le cas. Je ne voulais pas aborder la question dans ce sens, mais on a l'impression que c'est bien le cas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment vraiment expliquer. Il y a de cela quelques mois passés, on nous a dit qu'il y avait suffisamment de ressources qui avaient été mobilisées, que même les régies financières, étaient en dépassement des attentes, des assignations, comme vous l'avez dit, mais aussi ce que nous avions comme réserve au sein de la Banque centrale. Je suis d'envie de... Plus de 4 milliards de dollars. Je suis tenté de dire que nous devrions, peut-être la Banque centrale, qu'elle devrait communiquer suffisamment. On a l'impression que les points de presse auxquels nous étions habitués de voir et de suivre dans les temps ne sont plus tenus. Et on ne sait plus exactement ce qui est dit dans les réseaux sociaux, si cela est vrai, ou si carrément c'est des chiffres qui sont vantés de toutes pièces. Parce que si réellement il y avait des réserves au sein de la Banque centrale, ce sont là même quelques éléments auxquels la Banque centrale devrait s'appuyer pour réguler l'économie sur l'Assemblée du territoire national. Et ça paraît paradoxal, quand on voit qu'effectivement on nous dit qu'il y a augmentation des recettes et que sur le plan social, il y a certainement de quoi s'interroger ou carrément se demander ce qui ne va pas. Eh bien, ça ne rime pas. Mais il y a beaucoup de besoins. Il y a par exemple des efforts de guerre qu'il faut soutenir dans l'Est du pays. Il y a des investissements à faire. Il y a le programme de développement à la base de 145 territoires. Le pays a beaucoup d'urgence. Il y a des fonctionnaires qui doivent être payés. Est-ce que vous ne pensez pas que même si on mobilise au-delà des assignations, mais au regard de l'immensité de problèmes, peut-être que ce n'est pas encore totalement ce qu'il faut pour arriver jusqu'au point d'améliorer le social de la population? La question du social de la population et tout ce que vous avez évoqué là, aspect, effectivement, quand ils font parler par exemple de la guerre, cela peut avoir des effets néfastes sur nos ressources ou carrément sur l'économie dans son ensemble. Mais surtout qu'il y a une grande partie de l'économie qui vient aussi de la partie encore que c'est une raison sur laquelle je ne devrais pas m'appuyer moi personnellement, parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments là-dessus. Donc si je pouvais au moins avoir des chiffres, des parts allouées dans tous ces secteurs que vous avez évoqués là, j'aurais dû quand même avoir une idée, mais aussi quelque chose à dire là-dessus, pour que j'ai des estimations au moins réelles. Sinon là, je risque de me plonger dans les imaginations, au risque de donner des chiffres et des faussetés. Mais il faut noter aussi qu'il y a des fonds qui sortent de manière urgente. Une chose est vraie. Il y a de cela, je crois, 8 ans, 10 ans passés, nous avons connu ce qui a été appelé croissance économique à 2 chiffres. Et à moins que je ne m'abuse, nous n'avions qu'un budget de 8 milliards apparemment. Au moins, facilement, on pouvait se rendre compte de ce qu'il y a comme réalisation sur le terrain. Des travaux qui étaient
lancé, inauguré. Je ne veux pas revenir au coup parce que c'est un débat aussi qui est au sein de la société. Oui, mais chinois, au moins, notamment. On a vu. Parce que très souvent, quand on vient de parler de macroéconomie, je me rappelle qu'il y en a qui disaient, mais Togolia macroéconomique n'a pas. Effectivement, quand cette macroéconomique est stable, il y a des effets qui viennent vers nous et que nous pouvons sentir, palper, sans avoir même des explications, je ne sais pas, comme technique, nous sommes en train de vouloir le faire là. Facilement, on peut se rendre compte que oui, les choses sont en train de marcher. Pourtant, nous avions des ressources et des revenus qui étaient suffisamment inférieurs à ce qui est communiqué aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème dans ce sens-là. Soit carrément, les chiffres sont là et ils sont mal orientés, ou carrément ça n'existe pas. Et qu'on nous a, que peut-être quelqu'un a décidé de nous dire des chiffres qui n'existaient pas. Encore que nous n'avons pas la possibilité de les vérifier. Mais tout est dans l'Institut national de la statistique. Il faut tout vérifier là-bas. La Banque centrale du Congo également. Au moins dans les temps, je lisais les rapports semestriels de la Banque centrale où on pouvait facilement nous dire des choses sur certaines choses, où carrément on pouvait nous expliquer les réalisations, mais aussi les politiques à perspective. Aujourd'hui, j'essaye de vouloir recourir sur les mêmes références, les mêmes sites. Ça paraît un peu difficile de le voir couramment comme cela était le cas dans le passé. Et c'est pourquoi nous sommes en train donc d'appeler à l'autorité monétaire de communiquer suffisamment, mais en même temps de se servir de l'outil qui est à sa possession. La monnaie, ou carrément, ce qu'ils ont comme avoir, elle est utilisée pour résoudre des problèmes au sein de la société. Et c'est à cela que même Madame Kabedi devrait recourir, elle et son équipe, pour effectivement nous apporter une solution. Mais on a l'impression qu'ils sont aussi en cours d'idée. Parce qu'on s'est dit, mais est-ce que quelqu'un peut rester à l'aise et tranquille quand les choses sont en train d'aller comme nous le voyons aujourd'hui? Bon, puisque vous le dites, il y a par exemple... Nous n'allons pas imputer tout au président de la République. C'est pourquoi il y a des secteurs dans lesquels on cherche des experts, des personnes qui s'y connaissent pour qu'ils apportent des solutions. Elle ne s'y connaît pas, Madame Malangou. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que moi, je parle de ce que nous vivons. Le taux est en train de dégringoler, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est un fait qui est... Mais après avoir peint ce tableau sur la société, mais qu'est-ce qu'on conclut sur la personne de la gouverneure après avoir vérifié tout ce qui se passe, fluctuation, le taux d'échange qui est flottant, il y a tout ça. Et qu'est-ce qu'on conclut sur sa compétence maintenant? Bon, en fait, si l'erreur ne peut revenir à madame, on dira tout simplement qu'il n'y a que de mauvais chefs. Il y en a qui disent ça. Car bien même son équipe peut peut-être faire des efforts, mais si ça n'a pas tenu, il n'y a quelqu'un va voir. Nous ne connaissons pas tout. Si ça ne marche pas, il doit être remplacé. Si ça ne marche pas. Vous connaissez les directeurs qui est affecté au niveau de la politique monétaire. On ne sait pas. Au niveau même de l'émission ou du contrôle de la masse monétaire. On ne sait pas. Nous, on ne voit que madame. Voilà pourquoi elle doit faire des efforts parce que... Si ça ne marche pas, on la remplace. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à l'autorité de savoir ce qu'il doit faire. Mais effectivement, si ça continue comme ça, ça ne sera pas une bonne chose. Alors, parmi notamment les mesures que la Banque centrale du Congo a prises pour tenter de contenir la spéculation, c'est informer régulièrement, puisque vous parliez tantôt aussi de l'information, informer régulièrement sur le taux officiel de change, sur le parallèle notamment. Est-ce que vous pensez que cette mesure est solide pour contenir cette spéculation? Comme scientifique, je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Oui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que aussitôt qu'ils ont annoncé qu'ils vont chaque fois communiquer le taux d'échange sur la voie des ondes, il s'est constaté quelque part où il y a des campistes qui ont décidé de ne plus afficher le taux. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cela nous expose, nous les citoyens, encore davantage. Parce qu'ils peuvent juste écrire sur le tableau « entrée » ou bien « quota ». Et c'est à l'intérieur qu'on va vivre l'enfer. Et c'est à l'intérieur que vous allez négocier le taux d'échange. Et là, vous n'aurez plus les éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour savoir si réellement le taux a été bien communiqué ou s'il est tel que
la Banque centrale le souhaite. Je me rappelle dans les temps, le taux de change était plus communiqué auprès des banques commerciales et que les campistes, chaque matin, parfois, ils pouvaient passer dans des banques pour savoir quel est le taux qui a été communiqué par jour. Je voudrais bien qu'on revienne aussi à cette méthode, mais on a l'impression que même les banques commerciales sont aussi à difficulté. Du fait que ce taux peut changer d'une minute à l'autre. Alors, ils ont carrément aussi décidé, apparemment, je n'affirme rien, okay. Parce que j'ai bien peur qu'on vienne me dire, mais vous êtes allé dans quelle banque où on vous a dit que le taux n'était pas là. Apparemment, parce que même si vous y allez, alors que c'est les endroits appropriés où vous pouvez aller faire la monnaie, si vous y allez, facilement, ils peuvent vous dire, non, on ne sait pas, on va vous changer à quel taux. On vous laisse comme ça. Donc, le taux qu'il y a, c'est quand vous êtes devant un distributeur, si vous avez un compte en devise locale, vous pouvez facilement avoir des devises extérieures, mais à un taux que vous ne connaissez pas parce que là, vous êtes en face d'une machine. C'est à la machine de données et plus tard, vous pouvez passer à l'agence pour avoir vos relevés et vérifier ce qui a été fait. Okay. Ça sera tard. Oui. Alors, je suis tenté, au-delà de cette mesure, je suis en train de m'imaginer s'il était possible qu'il y ait une sous-forme de brigade anonyme. Justement. Quelqu'un, à peine quand j'ai parlé de cette brigade-là, avec un ami qui est aussi du domaine, il me dit que oui, cela avait déjà été fait dans les temps. Je ne savais pas. Mais s'il y a une brigade anonyme qui, parfois, ils peuvent aller vers ces échangeurs ou ces campistes au niveau des quartiers et qui peuvent affecter différentes agences de la Banque centrale, parce qu'il y en a sur l'ensemble du territoire national, ils peuvent emporter quelque chose, non seulement interpeller les personnes qui sont en train de spéculer le taux, peut-être qu'ils pourront obtempérer et que cela nous soit aussi favorable par la suite. Très bien. Alors, tantôt, vous étiez en train de dire que c'est notamment en raison du caractère extraverti de l'économie congolaise que notre monnaie est notamment en spéculation constante. Mais est-ce que si vous croyez que le programme de développement de 145 territoires du pays peut aussi contribuer dans quelque chose, parce que il y a notamment, il est prévu la construction des routes, des dessertes agricoles. Est-ce qu'à travers cela, on peut aussi penser que cela peut aider à quelque chose pour que la monnaie puisse retrouver notamment sa force? L'idée est bonne. Comme citoyens congolais, nous encourageons. Effectivement, dans ces pays, il y a aussi ce problème-là, du fait qu'il y a très rarement augmentation de la productivité. C'est-à-dire, on ne produit presque rien au niveau intérieur, ce qui fait que nous sommes obligés de recourir au niveau extérieur. Et quand vous allez vers l'extérieur, ce n'est pas avec notre devise locale que vous allez faire les achats. Vous êtes parfois obligés, après avoir vendu ou exercé vos services en monnaie locale, de recourir aux devises extérieures qui peuvent permettre des échanges au niveau international. C'est là aussi un des impacts néfastes sur notre monnaie locale. Alors, quand on encourage la production locale, par exemple, quand on améliore l'accès aux endroits où il y a des productions de certaines choses de première nécessité, oui, c'est une bonne chose et il faut l'encourager, effectivement. Parce que si nous étions habitués à avoir des oignons qui nous viennent de Namibie, si on peut les avoir au niveau local, effectivement, c'est avec notre monnaie locale que nous allons le faire. Donc, le vendeur ne sera plus obligé de recourir à une monnaie extérieure pour aller acheter au niveau de Namibie. Très bien. Et ça, c'est un avantage pour nous, ici, au pays. Alors, reste encore à voir si le programme sera exécuté tel que. Certes que les amis nous disent toujours... En avril, déjà, on aura les premiers ouvrages, on dit toujours, nous sommes selon déjà le gouvernement, habitués à des programmes. Nous en avons connu. Mais très souvent, ça fait mal quand il s'agit de l'exécution. Vous ne croyez pas à l'aboutissement du programme. Ce qui fait que le doute a tellement pris de la place dans le cœur du citoyen congolais. Même quand vous annoncez de bonnes choses, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut être caché derrière ça. Est-ce que réellement il y aura une réalisation? C'est bien ça aussi le problème. Cette fois-ci,
nous essayons de croire qu'avec la sensibilisation effectivement qui est en train d'être faite, nous pouvons nous attendre à de bons résultats. Et vous encouragez que l'IGF soit derrière les 3 agences commises à l'exécution? Oui, l'IGF est en train de faire son travail et on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager. Pour notamment la réussite de ce projet. Bon, vous parliez tout à l'heure lorsqu'on parlait de la monnaie, il y avait une question qui me traversait l'esprit. Oui. Est-ce que vous n'encouragez pas qu'il puisse avoir une monnaie unique pour l'Afrique, notamment, pour éviter justement ce genre d'histoire? Si par exemple les échanges de biens et services se passent entre Africains en une seule monnaie, on peut aussi contenir notamment l'inflation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux de mettre en place une monnaie unique pour l'Afrique? Bon, c'est une question qui est en étude que je n'ai pas suffisamment exploitée pour savoir si ça pouvait nous être utile. Est-ce qu'il faut imiter l'Union européenne telle que nous avons l'euro? Mais je pense que le fait que l'euro puisse exister sur l'espace européen n'a pas été une cause pour que les pays abandonnent leur monnaie locale. Avoir sa propre monnaie, c'est aussi question de fierté. Il y a un économiste dont j'ignore un peu son nom qui disait « Vous voulez détruire une nation, détruisez sa monnaie ». Alors la monnaie aussi fait une fierté d'une nation. Même lorsqu'elle est dépréciée. Bon, en fait, vous devez aussi quand même entamer la mise en place de politiques qui va favoriser que cette monnaie ait des puissances par rapport à d'autres monnaies au niveau international. Donc l'objectif n'est pas d'avoir une monnaie complètement dépréciée, mais c'est d'avoir une monnaie qui va effectivement vous permettre d'effectuer des transactions même au niveau international. Aujourd'hui, nous utilisons le dollar qui est des États-Unis très loin. C'est une puissance et c'est eux qui en ont, c'est effectivement ces Américains-là qui parfois gagnent des bénéfices derrière cette monnaie que nous utilisons aussi ici chez nous. Et quand ils contrôlent cette monnaie-là, effectivement, ils ont une mainmise sur nous et sur notre économie. Vous voyez comment cela est en train de nous mettre à mal. Donc, ils peuvent aussi jouer sur l'aspect de cette monnaie-là pour nous faire chanter sur certaines choses et à un certain niveau que nous ignorons. Alors, avoir sa monnaie, c'est aussi une question de fierté. Et croire qu'il faut abandonner sa monnaie pour une monnaie locale au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, je ne crois pas que ça serait du tout une bonne chose ou une voie complètement ouverte à la stabilité économique. Pas du tout. Très bien. Que pensez-vous de la dédollarisation? La dédollarisation, je voudrais bien que cette politique soit continuelle. Nous ne devons jamais abandonner cette politique. Encore que je ne sais pas, est-ce que c'est toujours en place? Parce que quand nous étions encore, non seulement au niveau de l'université, mais quand la Troïka dont je faisais allusion ici, il y avait toujours des questions qui revenaient dans ce sens-là pour parler de la dédollarisation. Nous devons impérativement continuer à dédollariser notre économie. Si on y arrive, effectivement, notre monnaie locale trouvera sa place et nous serons en train de résoudre, certes, à moyen terme ou à long terme, les différentes inflations comme celles que nous avons connues. Mais aussi les taux qui sont tout le temps en train de fluctuer comme nous les connaissons ces derniers temps. Nous serons en train de résoudre ce problème au travers de la politique de la dédollarisation. Très bien. Voilà. Maintenant, pourquoi la population congolaise ne se soulève pas lorsqu'il y a des problèmes tels que la dépréciation de la monnaie couplée par l'inflation? Vous voulez donc nous inciter à appeler aux gens? Non, c'est une question. On se pose la question parce que lorsqu'il y a par exemple des questions sur la sécurité, des questions d'intérêt politique, on voit la population envahir les terrains, des drapeaux, des politiques qui flottent dans les airs. Mais lorsqu'il y a des problèmes pareils, la population reste à la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque la population a faim, lorsqu'il y a dépréciation, la population reste à la maison, subit les conséquences. Mais quand c'est la politique, c'est tout le monde qui est dehors. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Je ne sais pas comment je peux expliquer et donner une réponse exacte par rapport à l'attitude du citoyen congolais. Moi, je ne généralise même pas. Je veux plus parler de nous qui vivons à Kinshasa.
Kinshasa, c'est le poumon de la République, comme le disent certaines personnes. Mais en même temps, c'est le miroir de la République. Kinshasa, s'il arrive à réclamer certaines choses, ceux qui sont à l'arrière-pays, ils peuvent toujours tirer un profit de ce genre de choses. Mais une chose est vraie. Est-ce qu'à Kinshasa, au moins, nous nous rendons compte de ce que nous avons comme droit et ce que nous devons réclamer auprès même de l'autorité? C'est la question qu'il faut se poser. Mais cependant, on est là. Les prix, on augmente chaque jour. Même dans le quartier, quelqu'un qui peut-être vendait... Bon, je sais comme parfois on est à délestage dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas constamment du courant. Il y en a qui peuvent aller s'approvisionner à glace pour des petites activités qu'ils effectuent le long de route ou carrément dans des terrasses. Même la glace, là, parfois qu'on achetait à 500 francs, il y en a qui sont déjà en train de déhausser aussi les prix. On se demande, mais c'est sur base de quel facteur ces messieurs ou cette dame est en train de majorer son prix. Alors, je pense que cette sous forme de naïveté que nous avons, nous devrions l'abandonner et savoir réclamer nos droits. Réclamer ce que l'autorité nous doit. Parce que c'est effectivement ça. Quand la crise est là, elle ne choisit pas de cas. Nous la vivons tous, malgré nos appartenances politiques. Et si l'économie est assainie, maintenant, aujourd'hui, on appelle à la candidature, c'est tout le monde qui veut y aller parce que nous pensons désormais que c'est dans la politique où on peut avoir le gain facile. Si l'économie était assainie et que chacun, dans son secteur... Rapprochez votre micro. Hein. Et que chacun, dans son secteur où il exerce ses activités, s'il pouvait accéder à des revenus suffisants le permettant de couvrir le 2 bouts de mois, effectivement, nous ne serions pas tous en train de courir dans le même sens comme c'est le cas aujourd'hui. Nous voulons tous devenir des politiciens parce que c'est là que nous espérons qu'on peut avoir accès au trésor et s'en servir comme nous voulons, nous et nos amis, au détriment de toute une nation. Mais on a aussi l'impression que les économistes, tous les économistes se sont réfugiés en politique parce que on ne vous voit pas tenir des ateliers, vous aussi, par exemple, faire la pression au gouvernement pour, soit à la Banque centrale pour faire respecter la politique monétaire. On ne vous sent pas, on n'a jamais vu des économistes dans la rue en train de crier au respect, par exemple, soit à la stabilisation du cadre macroéconomique. On ne vous voit pas. Apparemment, vous tous, vous êtes allés en politique et vous avez abandonné apparemment la science, l'économie. Non, moi je dirais plutôt que les économistes sont là, à plein de réflexions d'ailleurs. Il y a pas mal de forums qui sont tenus. En silence, on ne vous sent pas. Si, ça se tient. Moi, je sais qu'il y a d'ailleurs un groupe des économistes anciens de la faculté des sciences économiques de l'INKIN qui sont à pleine activité dans ce sens-là et qui se réunissent très régulièrement. Même au sein des facultés là-bas, il y a un groupe des étudiants qui font venir constamment des cadres et des personnes suffisamment outillées en matière économique pour leur intéresser de ce qui est de l'économie. Mais une chose est vraie, les hommes sont là et les vrais économistes sont là. Est-ce que les autorités en place prennent au moins quelques minutes de les consulter ou carrément de les fréquenter pour savoir ce qu'ils ont? Mais est-ce qu'ils se proposent aussi, ces économistes? Est-ce qu'ils se proposent? Ils sont permanents. Ils ne peuvent pas rejeter parce qu'ils sont là aussi pour ça et ils savent qu'ils ont étudié aussi pour ça. Je parle par exemple du professeur Moukoko Samba qui est allé le voir. Ça, c'est un savant qui est là et qui peut apporter pas mal de solutions. Vous le citez beaucoup. Oui, j'ai beaucoup d'estime à cet éminent professeur parce qu'il a fait preuve de son savoir. Qui est allé le voir? Parce que si je parle des hommes politiques qui ont effectivement aussi prouvé de quoi ils sont capables, on dira que non, celui-là est un homme politique parce qu'il s'est déjà suffisamment engagé en politique. Mais là, je parle maintenant des éminents professeurs. Je parle de Moukoko Samba. Il y a le professeur Mabidon, on n'entend plus parler. Ces derniers temps, je ne sais pas. Des économistes comme Vital Kamerhe également. Bon, là, c'est l'aspect politique, effectivement. Économiste, c'est un économiste. Effectivement. J'aurais dû citer aussi M. Vital Kamerhe qui a fait preuve de connaissances qui ne sont plus à présenter dans ce domaine.
Mais si je le cite, tout le monde dira que mais lui, c'est un homme politique. C'est pourquoi je ne l'ai pas cité. Je n'ai pas cité Matata, je n'ai pas cité Mouzitou. Mais c'est des personnes qui ont fait preuve de connaissances. Et nous avons vu les résultats. Alors, je me cache au niveau de la faculté pour ne citer que des professeurs qu'on pourrait toutefois dire qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Et qu'on ne consulte pas souvent. Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est quelqu'un qui a suffisamment de connaissances, mais qui est aussi plongé complètement en politique. Qu'on ne saurait plus mais il est consulté quelquefois, notamment par les médias. Oui, et il donne souvent de très bonnes idées. Justement. Alors, lorsque nous, la presse, on véhicule le micro au sein de la population pour essayer d'avoir leurs impressions, notamment pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé sur cette dépréciation, souvent la réaction, c'est de savoir, mais est-ce que Koki c'est la biso dollar, est-ce qu'il n'y a pas un miracle à faire pour que aujourd'hui le franc congolais puisse commencer à compétir aussi face au dollar américain? Est-ce qu'il n'y a pas un miracle quelque part comme ça à faire pour qu'aujourd'hui la RDC fasse tête aussi, tienne tête face au dollar américain? Oui, vous l'avez d'ailleurs dit. Vous avez parlé de la dédollarisation. C'est parmi le voie royal qui donnera de la force du vrai pouvoir à notre monnaie locale. Vous avez parlé de la dédollarisation. Mais si on dédollarise, on fait comment pour s'acheter des biens et services au niveau international? Ça sera complètement nous tuer, on peut le dire, puisqu'on ne produit rien, comme vous l'avez dit. Non. Quand on dédollarise, on ne dit pas qu'on ne va plus utiliser les devises extérieures. Les devises extérieures vont rester dans les banques. C'est-à-dire quoi? Même si vous avez des grandes entreprises au niveau local et que vous avez vendu vos services ou carrément vos biens à monnaie locale, avant de repartir sur le niveau international, vous serez obligé de passer par une banque et avoir des devises extérieures. Et là, au moins, la Banque centrale aura le contrôle de sa masse monétaire réelle que ce que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y en a qui peuvent injecter des billets sur le marché sans que la Banque centrale puisse se rendre compte. C'est ça qu'ils le sachent. Mais chaque fois que tout doit passer par la banque, effectivement, il aura une idée sur ce qui est en circulation, ce qui est sorti, mais aussi une idée sur la politique qui est amenée pour stabiliser les choses. Ce qui n'est pas encore le cas avec nous. Voilà pourquoi nous devons encore travailler dur. La Banque centrale doit encore travailler dur jusqu'à rendre cela effectif. Dans d'autres pays, facilement, vous pouvez aller dans un magasin, vous voulez acheter avec le dollar, et qu'on vous dise non, commencez au niveau de la banque ou carrément dans une maison d'échange reconnue. Et pas de maison d'échange que nous créons à la longueur de journée au coin de nos quartiers. Et c'est ça même qui est à la base de la spéculation dont nous sommes en train de crier ces derniers temps. Ok. Alors, 2 ans après sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu, c'était en 1967, a apporté une réforme du système monétaire. Alors, c'était le Zaïre qui avait remplacé le franc congolais aussi à l'époque. Ouais. Alors, un Zaïre était égal à 4,61 $ américains, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il faut ressusciter Mobutu et son ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, ou il peut y avoir un autre Mobutu qui peut surgir pour nous faire revivre la même chose? Revenir au passé, parler de la résurrection de Mobutu, c'est pratiquement impossible. Parce que Mobutu ne sera plus là. Et je suis de ceux qui pensent que nous devons éviter à réfléchir à rétropédalage. Parce que très souvent, quand nous revenons dans le passé, on a effectivement ce problème à nous projeter dans l'avenir. Parce que nous ne pensons qu'à ce qui est déjà passé. Alors moi, je me dis, il est encore possible que les choses puissent changer. Et dans le bon sens, pourvu que ceux qui ont qualité d'agir prennent conscience de ce qu'il y a comme responsabilité devant eux. Ce n'est pas un péché de dire je n'y arrive pas, trouver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est à encourager. Mais carrément, dans ce pays, parce que pour des raisons aussi de vouloir avoir un service ou d'avoir un emploi, on peut s'y accrocher tellement que, quand bien même les résultats peuvent prouver suffisamment que nous n'y arrivons plus. Alors, il est toujours possible pourvu que nous prenions au sérieux ce que nous faisons.
mais aussi que nous ne revenions pas à l'éternel commencement. Il y a certaines choses qui ont été faites par nos prédécesseurs et qui devaient nous permettre à avancer. Mais très souvent, quand c'est moi qui y arrive, je veux tout encore refaire en zéro. Tabula rasa, comme on vous dit. faites tabula rasa pour recommencer à zéro, alors qu'il y a certaines choses qui avaient été déjà faites. Je suis de ceux qui pensent que nous ne devrions pas plus avoir les yeux tournés vers les pensées. Même s'il y a des bonnes choses à prendre là-bas. Le présent et envisager l'avenir. Parce que c'est ça, effectivement, qui nous définit. Et c'est à ce moment-là que nous avons des comptes à rendre comme autorité de tutelle. Mais comment faire pour avoir un autre Mobutu dans cet aspect de choses? Comment faire? C'est dans l'alternance perpétuelle des animateurs des institutions. Parce que si je vous dis que j'ai une référence qui nous dira oui, voilà, au moins le Mobutu est arrivé, ça je ne saurais pas. Donc c'est dans l'alternance perpétuelle que nous finirons par avoir ce Mobutu-là qui va nous donner ce que nous avons aussi longtemps attendu. Et quand je parle d'alternance, que les gens n'attendent pas seulement au niveau de la présidence. L'alternance n'est pas seulement au niveau de la présidence, mais dans toutes les institutions possibles. Oui. Banque centrale, ministère des Finances, économie, budget. Budget, c'est une institution. Ici, tout à l'heure, j'étais en train de parler de Moukoko. J'étais en train de parler de Vital Kamerhe. J'étais en train de parler de Matata, de toutes ces personnes-là. C'est sur base de ce qu'ils ont réalisé à un certain moment qu'on peut aujourd'hui leur rendre hommage. Que cet esprit nous anime. Chaque fois que vous avez une responsabilité, quelque part, comme citoyen congolais, que vous vous disiez, que dois-je faire aussi pour marquer mon époque? En bien sûr. C'est ça, même l'attitude que nous devons adopter comme citoyens congolais. Et c'est à cela que nous nous appelons. Mais en même temps aussi, bon, je crois que c'est une politique en perspective à venir. Une chose aussi qui nous sera utile, il y a des gens sur le niveau européen, une politique qui, dans les horizons 2030 ou 2040 comme ça, à moins que je ne m'abuse, réduire la circulation de la monnaie fiduciaire sur le nouveau marché monétaire. C'est-à-dire qu'il y ait un certain moment où les gens auront de moins en moins de la liquidité en eux. C'est-à-dire ne avoir que des cartes qui vont vous permettre d'effectuer des achats. La monnaie électronique, soit la crypto-monnaie. Voilà, qui vont vous permettre de faire des achats, qui vont vous permettre d'accéder à des services. Au moins, je ne saurais plus recourir toutefois au coin ou carrément chez certains de nos campistes pour leur dire « Ok, faites-moi la monnaie, je vais acheter ceci ou cela ». Toutes ces méthodes, toutes ces politiques qui sont impliquées, ça et là, ont pour objectif le contrôle effectif de la politique monétaire au sein d'une nation ou d'un pays. C'est un peu ça. C'est des politiques aussi que nous devrions déjà commencer à définir pour que cela nous permette d'avoir une idée sur ce que nous voulons. Sinon, on est tout le temps exposé. Même aujourd'hui, si Madame la gouverneure Kabedi arrivait à stabiliser les taux de change, demain, on peut encore avoir quelqu'un d'autre qui va revenir, qu'on puisse subir les mêmes effets parce que notre économie n'est pas soutenue au niveau intérieur. La productivité n'est pas augmentée au niveau intérieur. On ne sait pas effectivement ce qui est en train d'être fait. C'est comme si on essayait de toucher en tout. Et on reste exposé comme ça. Le pouvoir d'achat, il peut toutefois basculer d'un moment à l'autre, ce qui n'est pas une bonne chose. Très bien. Alors, on me signale qu'il ne reste pas assez de temps. Alors, vous aujourd'hui, ministre de l'économie, soit gouverneur de la Banque centrale du Congo, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Bon, je ne sais pas, on commence par le gouverneur. Banque centrale. Au niveau de la Banque centrale, je vais tout d'abord recourir aux mêmes méthodes que ce qui a déjà été fait par les prédécesseurs. La politique d'open market pour contrôler effectivement la masse monétaire sur l'Assemblée du territoire national. Ça sera une question très majeure que je vais effectuer. Mais en même temps, je vais communiquer très couramment sur la situation économique, qui est de laisser les gens planer dans les doutes.
Deuxièmement, vous l'avez dit, la politique de la dédollarisation sera accentuée, autant que cela n'a jamais été le cas, pour essayer de réduire les devises extérieures au niveau de la circulation sur l'Assemblée du territoire national. Troisièmement, c'est d'envisager les politiques de mise à place de la monnaie électronique, c'est-à-dire réduire la liquidité en circulation et que les gens puissent recourir de la manière plus courante à la monnaie électronique. Voilà les 3 éléments sur lesquels, comme gouverneur de la Banque centrale, je devrais m'appuyer. Ministre des Finances et de l'économie. Ministre de l'économie, je veux plus tabler sur la stabilité des prix. Les inspecteurs au niveau du ministère de l'économie devraient donc être actifs pour qu'ils aient la possibilité d'effectuer un contrôle digne pour que les gens ne s'adonnent pas au luxe d'augmenter les prix comme ils le veulent. Normalement, au niveau de la DGDA, une fois déclaré ses biens et après avoir payé ses taxes pour faire entrer sa marchandise, il y a les possibilités, il y a des calculs sur lesquels le ministère de l'économie devrait s'appuyer pour estimer le prix de vente, même les bénéfices que ces opérateurs économiques peuvent ressortir de ce qu'ils font. Si le prix est stabilisé et que le taux d'échange aussi est stable, je crois que le citoyen congolais va un peu respirer avant effectivement d'envisager des réformes qui vont permettre à ce qu'il y ait plus d'augmentation des recettes au niveau national pour les affecter dans des secteurs d'investissement et non de consommation comme c'est le cas pour la plupart des gens. Vous avez fait des ressources, vous avez fait des recettes, vous les affectez encore dans le secteur de consommation, là vous n'avez rien fait. Ils font plutôt les amener vers les secteurs d'investissement pour que cela soit facteur de revenus en moyen terme ou carrément à long terme. Réduction de la taille du gouvernement pour affecter notamment le fonds sur le développement, vous encouragez également? Je sais que dans ce pays, tout le monde nous a fait croire que si on réduit la taille du gouvernement, cela serait une chose qui pourrait peut-être nous amener à faire des exploits. Mais moi, je suis loin d'imaginer que cela soit une solution. Ça ne sera que peut-être pour satisfaire à toutes ces personnes qui disent effectivement que nous avons des gouvernements qui sont budgétivores. On peut plus tabler sur les frais en termes de fonctionnement au niveau des institutions pour voir comment on peut les réduire effectivement. Les avantages qu'il y a auprès des personnes qui occupent certaines fonctions, oui, dans ce sens-là, on peut. Mais c'est là l'immensité et le problème de ce pays. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est cette taille-là de nombre de ministres qu'il nous faut toujours. On aurait peut-être même eu besoin d'en avoir plus, mais on est buté en problème de ressources. Ce qui fait que nous voyons comme si c'était exorbitant. Mais c'est là l'immensité de notre République. Avoir un gouvernement à la taille de celle que nous connaissons aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que cela soit un problème. Pas vraiment. On doit plus tabler sur les ressources peut-être qui sont affectées auprès des autorités ou des animateurs de ces institutions ou carrément auprès des fonctionnements ou carrément nous devons faire l'effort en doubler nos recettes pour que toutes ces personnes soient utiles à la République. Mais sinon, ils ont des raisons d'être. Merci beaucoup, Monsieur Jeannot Silouéré, d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir été utile à quelque chose. Moi, j'ai pris... Peut-être à beaucoup. Bon, peut-être j'ai pris la décision d'aller toujours vers un débat, vers des échanges, parce que on n'y sort pas vide. Là où les gens sont en train de discuter science, ayez toujours la simplicité d'y aller et d'échanger. C'est dans ce cadre que nous sommes venus vers vous. Et effectivement, qu'il y en a qui nous suivent, certains de nos amis, effectivement. Revenons aux fondamentaux, c'est-à-dire les échanges et les débats économiques. Vous avez vous-même suivi M. Patrick qui nous disait que apparemment les économistes sont plus intéressés par la politique ces derniers temps que de penser que de réfléchir sur des problèmes, des vrais problèmes qui y a au sein de la société. Et donc, ressaisissons-nous et soyons utiles à notre nation.
Merci beaucoup, surtout pour cette chute. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Je parle notamment de Florent Kita et son équipe. Designer Jessica Kanda à la réalisation, Gaylor Mouya. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.